Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va terminer le cours sur la propagation d'une onde lumineuse. Cette dernière partie, il concerne le prisme. Alors c'est quoi le prisme? Comment la lumière est décomposée, donc la lumière blanche est décomposée lorsqu'elle traverse le prisme. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette partie-là, avec aussi le phénomène de dispersion dans le prisme. Commençons directement par la définition. Alors, le prisme, c'est un milieu transparent et homogène. On peut dire aussi c'est un matériau transparent en verre ou bien en plexiglas. D'accord? Donc, transparent, le mot transparent, donc vous connaissez c'est quoi? Donc, un matériau il est transparent lorsqu'il laisse tout simplement passer la lumière sans la diffuser, permettant ainsi une vision claire à travers lui. Donc, c'est une transparente et un grand chevaux à travers elle. D'accord? Dans le cas d'un prisme, cette transparence permet de voir les effets de réfraction de la lumière à sa sortie. Donc, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Pour le mot homogène, ça veut dire que chaque point dans le prisme est la même. Donc, un milieu, en général, un milieu homogène, ça veut dire qu'il possède les mêmes propriétés en tout point, sans variation dans sa composition. D'accord? Pour le prisme, donc chaque point il a exactement les mêmes propriétés, les caractéristiques. D'accord? C'est ça le mot. Donc c'est ce que ça veut dire le mot homogène. D'accord? Et réfringent, donc réfringent, nous l'avons vu dans la partie précédente. Réfringent, ça veut dire tout simplement qu'il est capable de modifier la trajectoire de la lumière lorsqu'elle le traverse. D'accord? Alors, donc voici un schéma pour le prisme. Donc le prisme il est limité par deux faces planes non parallèles. D'accord? Donc voici la première face et voici la deuxième face. D'accord? La première face c'est celle-ci. La deuxième face est celle-ci. D'accord? Donc ils sont non parallèles. D'accord? Et ils sont planes. D'accord? Donc ce sont des rectangles. Vous voyez, donc ce sont des rectangles. Donc donc dans la totalité, nous avons trois faces rectangulaires dans le prisme. Donc voici la première face, voici la deuxième face, et aussi donc ici dans la base, donc il est rectangulaire. D'accord? Donc ces deux faces planes, non parallèles, ils définissent entre eux un angle A qui s'appelle l'angle du prisme. Donc c'est cet angle-là. Donc cet angle-là, c'est entre la première face et la deuxième face. D'accord? Donc, ces deux faces, donc les deux faces, la première face et la deuxième face, se coupent suivant une droite qui s'appelle l'arête du prisme. Donc c'est cette droite-là. D'accord? Donc cette droite-là, elle coupe la première face et la deuxième face. Et elle s'appelle l'arête du prisme. La face opposée à l'arête, donc la face l'imqabla à l'arête, yani hadi, qu'on la base du prisme. D'accord? Donc ici nous avons la base du prisme. Donc pour résumer, le prisme il comporte trois faces rectangulaires, face 1, face 2, plus la base, et deux faces triangulaires, planes. Donc voici les deux faces triangulaires. Voici la première face, c'est un triangle, et la deuxième face triangulaire. D'accord? Et donc, en général, lorsqu'on veut représenter le prisme, donc on ne le représente pas par cette figure-là, mais tout simplement par un triangle. Et on va voir ça dans quelques instants. Nous allons maintenant utiliser la loi de la réfraction pour tracer le trajet d'un faisceau lumineux monochromatique lorsqu'elle traverse un prisme. Voici un prisme représenté par un triangle, bien sûr caractérisé par son angle au sommet A. Ce prisme il est placé dans l'air ambiant, ça veut dire que son indice, donc l'indice de réfraction de l'air, donc c'est n égale à 1. Donc comme d'habitude, ce qu'on fait, on envoie un faisceau incident, donc il arrive au dioptre. Je dois dire d'abord que donc l'indice bien sûr du prisme, le prisme, donc comme j'ai dit, il s'agit d'un verre ou bien le plexiglas. Donc dans ce cas, on va prendre le verre et son indice de réfraction c'est n égale à 1,5, d'accord, du prisme. Donc n c'est l'indice de réfraction du prisme.
Normalement, donc, voici donc la direction du rayon incident. Donc, c'est la lumière monochromatique dans ce cas. Donc, il arrive à la face 1, d'accord, du prisme au point I. Bien sûr, puisqu'il change, donc le milieu donc, de l'air qui a l'indice de réfraction est égal à 1. Donc, il arrive à un milieu qui a un indice de réfraction différent. Ça veut dire qu'il va changer la direction. D'accord? Donc, ce faisceau-là, donc, je vais l'appeler SI. D'accord? SI, donc, et c'est le point d'incidence sur la première face du prisme. Donc, pour continuer le chemin, on doit tracer la normale au point I. D'accord? Donc, voici la normale au point I. Ou bien, donc, les normales au dioptre qui sépare l'air et le verre. Voici l'angle, donc IN c'est la normale en I à la première face, et voici l'angle d'incidence I. Donc ça, nous avons vu ça dans la vidéo précédente. Donc lorsque le rayon arrive au point I, il va changer le milieu, donc l'air vers le verre. Donc il va changer le milieu et donc il va se réfracter. D'accord? Donc il va se réfracter. Il va donc changer la direction tout simplement. Il va passer donc d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent. Et donc dans ce cas, nous avons vu qu'il va se rapprocher, donc disons le rayon réfracté, il va se rapprocher de la normale. Il s'approche de la normale car l'indice de réfraction de l'air, comme j'ai dit, est inférieur à l'indice de réfraction du verre. Donc un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent. D'accord? Et donc ici c'est l'angle d'incidence sur la première face. Voici donc l'angle de réfraction R. D'accord? R, donc c'est l'angle de réfraction sur la première face. Donc ici il faut citer la première face, la deuxième face parce qu'on aura deux réfractions. D'accord? Alors, ensuite, ce rayon, il continue son chemin d'une manière rectiligne, car donc c'est le même milieu, ici donc c'est toujours le même milieu ici, et au point I', il va subir une deuxième réfraction. Pourquoi? Parce qu'il va passer du verre, d'accord, à l'air. Donc, mais cette fois-ci, il va passer d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent. D'accord? Donc, traçons la normale au dioptre. Donc, voici, on va l'appeler dans ce cas I', N'. Et voici donc l'indice de réfraction sur la deuxième face. D'accord? On va l'appeler R'. Donc, bien sûr, et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le rayon, il va se réfracter. D'accord? Et donc R', c'est l'angle d'incidence sur la deuxième face. Et N', donc c'est la normale à la deuxième face. Et voici donc le rayon réfracté. C'est la deuxième réfraction maintenant. D'accord? Et bien sûr, puisque donc maintenant on passe d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent, le rayon réfracté il s'éloigne de la normale au dioptre. D'accord? Voici donc l'angle de... donc il reste à tracer l'angle de réfraction et prime. Donc ici c'est l'angle d'incidence. Ici maintenant, nous avons ce qu'on appelle le faisceau émergent parce qu'il émerge du prisme, qui est le prisme Ada. D'accord? Et voici l'angle de réfraction et prime. D'accord? C'est l'angle de réfraction sur la deuxième face. Donc voici le phénomène. Donc voici le trajet d'un faisceau lumineux à travers le prisme. Donc il va subir deux réfractions. La première réfraction c'est ici au point I et la deuxième réfraction ici au point I'. D'accord? Donc dans la première réfraction on passe d'un milieu plus réfringent, moins réfringent vers un milieu plus réfringent, puis donc d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent. Donc il reste à définir ici un angle. Donc sur cette figure-là, c'est ce qu'on appelle l'angle de déviation. C'est cet angle-là, D. Donc c'est l'angle que fait le rayon entre sa direction initiale, donc il y a la direction initiale du rayon incident, d'accord,
avant d'entrer dans le prisme. D'accord? Avec quoi? Avec la direction finale après son émergence. Donc, elle dit la direction initiale, elle dit la direction finale. Donc, à l'angle de Binetton, qui se met à l'angle de déviation. D'accord? Je vais répéter. Si donc D, c'est l'angle de déviation, c'est l'angle que fait le rayon entre sa direction initiale avant d'entrer dans le prisme, c'est ça la direction initiale avant d'entrer dans le prisme, d'accord? Et sa direction finale après son émergence du prisme. C'est l'angle de déviation. Voyons voir maintenant les relations, les formules du prisme. Alors, puisque nous avons deux réfractions successives, la deuxième loi de réfraction pour la première réfraction, donc les lois de Descartes, donc c'est n donc de l'air, sinus i, d'accord, est égal n donc du verre, sinus de donc r, d'accord. Donc ça c'est pour la première réfraction. Puisque n de l'air est égal à 1, on peut écrire tout simplement sinus i égale n sinus r. Voici la première relation, la première loi de Descartes. Maintenant, pour la deuxième réfraction. Pour la deuxième réfraction, nous avons donc n du verre, d'accord? Sinus r' est égal à n de l'air, sinus et prime. Bien sûr, n de l'air égale à 1. D'accord? Voici la deuxième loi. Donc, voici les deux relations. Bien sûr, ici, on a remplacé n de l'air par 1. D'accord? Ici. Ces deux relations donc, représentent la deuxième loi de réfraction, donc la loi de Snell-Descartes. Les relations suivantes, donc il existe encore deux relations pour le prisme. Elles sont donc purement géométriques, ça veut dire on utilise la géométrie du prisme pour extraire ces deux autres relations. Alors, pour la troisième relation, on va utiliser le triangle K, I et prime. Donc ce triangle-là, K, I et prime. Alors on sait bien sûr que la somme des angles d'un triangle, c'est pi. Donc c'est 180 degrés. Donc ici nous avons A, nous avons cet angle et nous avons cet angle. Donc la somme de ces trois angles, c'est pi. Alors, c'est quoi cet angle-là? Donc ici c'est très simple donc d'extraire les angles, ces deux angles-là. Ici nous avons n qui est la normale donc au dioptre à la première face. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet angle-là c'est pi sur 2. D'accord? C'est l'angle droit. C'est 90 degrés. Donc puisque cet angle-là c'est 90 degrés, ça veut dire que cet angle-là qu'on cherche c'est 90 degrés moins R. Donc, donc c'est pi sur 2 moins R. Donc, c'est cet angle-là. Pi sur 2 moins R. De la même façon ici, d'accord, nous avons la normale. Ça veut dire que cet angle-là, c'est 90 degrés. Donc, c'est pi sur 2. Et ça veut dire que cet angle-là, c'est pi sur 2 حيد منها R. D'accord? حيد منها كتبقى لنا هذه. Donc je vais l'écrire ici. Voici donc la première, disons le premier angle ici, c'est pi sur 2 moins R, plus l'angle ici, c'est pi sur 2 moins R prime, plus A, l'angle A. Donc la somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés, ou bien pi. Alors, nous avons ici pi sur 2, plus pi sur 2, c'est pi. Donc on va faire passer pi de l'autre côté, ça devient moins pi, donc c'est 0. Donc on peut simplifier par pi sur 2 et pi. Donc il nous reste ici A est égal à R plus R'. Donc je vais faire passer moins R et moins R' de l'autre côté, ça devient finalement
A est égal à R plus R'. Et voici donc la troisième relation du prisme. A égale à R plus R'. Donc c'est une relation qui lie entre l'angle A et les indices, donc disons les angles de réfraction sur la première face et l'angle d'incidence sur la deuxième face. Maintenant, il reste une dernière relation du prisme, c'est la relation qui concerne D, l'angle de déviation. Donc, bien sûr, l'angle de déviation, ce sera la somme de l'angle après la première déviation, la première donc, réfraction, ici, d'accord, cet angle, plus l'angle après la deuxième réfraction, ça veut dire cet angle-là. Donc, il suffit tout simplement d'exprimer D en fonction de cet angle et celle-ci. C'est la somme de ces deux. Alors, donc, après la première déviation, la première réfraction ici, donc, vous voyez ici que cet angle-là, d'accord, il est opposé à celle-ci, donc c'est I. Cet angle-là, c'est I. Ce qu'on cherche, c'est seulement cet angle-là. Donc, cet angle-là, c'est quoi? C'est I moins R. Donc, I, R, d'accord? Donc, I moins R. D'accord? Donc, ça, c'est I moins R, ça, c'est après la première déviation. Plus, donc, l'angle après la deuxième réfraction, la deuxième déviation, donc, cet angle-là. Celle-ci. D'accord? Bien sûr, c'est l'angle entre donc, la direction initiale et donc le faisceau réfracté. D'accord? Ce qu'on cherche, c'est cet angle-là. Alors, donc bien sûr, ici, nous avons cet angle-là, c'est quoi? C'est I', d'accord? Mais donc, il faut enlever cette partie-là. Donc, ce qu'on cherche, c'est cet angle-là. Donc, il faut enlever cette partie-là, qui est tout simplement R'. D'accord? Cet angle-là et celle-ci sont opposés. Donc, cet angle-là ici, c'est R'. Et donc, la deuxième angle ici, donc celle-ci, ce qu'on cherche ici, c'est I' moins cette partie-là qui est R'. Donc, si I', il mène de la partie, il y a R'. D'accord? Ça nous donne celle-ci. Donc, plus I' moins R. Donc, c'est l'angle après la deuxième réfraction, la deuxième déviation. Alors, donc, je vais regrouper les I, donc I avec I', donc c'est I plus I', d'accord? Moins, donc je vais factoriser avec le moins, donc c'est facteur de quoi? De R plus R'. Et nous avons vu que R plus R', c'est tout simplement l'angle A, d'accord? Donc on va remplacer R plus R' par A, et donc on obtient finalement la quatrième relation du prisme, donc la relation qui concerne l'angle de déviation D égale à I plus I' moins A. Donc voici la quatrième relation du prisme. Passons maintenant pour voir quelques cas particuliers concernant donc les relations du prisme. Alors commençons par le cas si nous avons I égale à I'. Ça veut dire que si l'angle d'incidence sur la première face égale à l'angle de réfraction sur la deuxième face. Alors dans ce cas, on va trouver que R est égal à R'. Ça veut dire que l'angle de réfraction sur la première face égale à l'angle d'incidence sur la deuxième face. Et on peut donc déduire ça à partir de ces deux relations. Donc si I égale à I', donc j'aurai ici sinus I'. Donc sinus I' c'est quoi? C'est N sinus R', d'accord? Donc N sinus R' égale N sinus R. Donc à partir de ceci, c'est simple. Donc on peut trouver que sinus R' égale à sinus R. Et donc finalement R égale R'. Et à partir de ceci, donc si R égale à R', ça veut dire que A est égal soit donc 2R ou bien 2R'. Donc ça dépend de ce que vous remplacez. Si vous remplacez R par R', donc si 2R', si vous remplacez R' par R, donc si 2R. Et pour cette relation-là, donc vous allez obtenir D égale à 2I moins A ou bien 2I' moins A. D'accord? Alors, donc, si I égale à I', nous avons R égale à R', et dans ce cas, comme j'ai dit, A c'est 2R ou bien 2R', et D c'est 2I moins A, ou bien 2I' moins A.
Alors l'autre cas particulier, donc supposons que nous avons une incidence normale, I égale à 0. Ça veut dire que le rayon incident, donc il est normal à la première surface du prisme, à la première face du prisme, d'accord? Il est normal, d'accord, comme N. Alors dans ce cas, tout rayon lumineux donc incident normal à la surface du prisme, il ne divise pas. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de réfraction, ou bien donc le rayon réfracté, ça veut dire que le rayon réfracté, donc il possède la même direction que la direction du rayon incident, d'accord? Donc dans ce cas, R égale à 0, I égale à 0, d'accord? Et donc si R égale à 0, ça veut dire tout simplement que A égale à R', d'accord? Et bien sûr, D égale à I' moins A, d'accord? Parce que I égale à 0. Donc il est normal à la surface du prisme, d'accord? On peut avoir aussi une émergence normale, ça veut dire l'émergence du rayon réfracté sur la deuxième face, il est normal à la deuxième face. Ça veut dire dans ce cas que I' égale à 0, d'accord? Bien sûr, vous voyez ici que le rayon réfracté ici, il n'est pas donc normal. Mais donc si, supposons que nous avons un rayon réfracté qui est normal à la surface N égale à 2, d'accord? Ça veut dire dans ce cas que R' égale à 0, et bien sûr, automatiquement, on aura I' égale à 0. Et donc on dit dans ce cas que tout rayon lumineux émergeant normalement de la surface du prisme, c'est le prolongement d'un incident normalement sur la même surface. Ça veut dire que le rayon réfracté émergeant normalement à la surface 2, le rayon incident qui est normal à la deuxième face du prisme. Et pour les relations du prisme, donc, puisque R' égale à 0 dans ce cas, alors on aura A égale à R et bien sûr D égale à I moins A. On passe maintenant à la dernière partie de ce cours, la dispersion de la lumière par un prisme. Nous allons donc interpréter le phénomène de dispersion pour le cas du prisme. Nous avons déjà défini c'est quoi la dispersion. C'est tout simplement la séparation des couleurs différentes d'une lumière qui traverse donc un prisme. L'expérience qu'on va considérer dans ce cas, c'est donc on va considérer une source de lumière blanche, donc le faisceau de lumière blanche, qui va subir deux réfractions parce qu'il traverse donc le prisme. Donc il va subir deux réfractions sur la surface, la première donc sur la surface de séparation R vert et la deuxième réfraction sur la surface de séparation vert R. D'accord? Alors voici donc le prisme, voici donc une source de lumière blanche. Donc la première réfraction sur la surface de séparation N1, donc c'est l'indice de réfraction de l'air, et N2 c'est l'indice de réfraction du verre. Donc voici la première réfraction. Comme j'ai dit, donc ce phénomène de dispersion, il permet de faire apparaître toutes les couleurs qui composent la lumière blanche. Et donc celle-ci c'est la première réfraction. Et voici la deuxième réfraction sur la surface de séparation vert R. D'accord? Donc, après cette deuxième réfraction, on observe la formation des taches colorées, d'accord, appelées spectre de la lumière blanche. Donc, c'est le spectre de la lumière blanche. D'accord? Donc, on observe que le prisme réfracte la lumière de façon différente selon la couleur. Donc, le rouge, l'orange, jusqu'à la couleur violette. Et on obtient les différentes couleurs de l'arc-en-ciel, d'accord? La moins déviée, c'est la couleur rouge, et la plus déviée, c'est la couleur violette. On dit dans ce cas que le prisme de verre décompose la lumière blanche. Donc voici une image réelle de ce phénomène. Donc la lumière blanche arrive à la première face du prisme. On voit ici la première réfraction et la deuxième réfraction qui a généré toutes ces couleurs-là. Et toujours la couleur violette, c'est la couleur la plus déviée. D'accord? Interprétons ce phénomène de dispersion. Donc, le phénomène qui permet de la séparation du rayonnement, il s'appelle la dispersion de la lumière.
Et le prisme, puisque donc il permet de faire cette séparation, de décomposer la lumière blanche, donc il s'appelle un matériau dispersif ou bien un milieu dispersif. Ce phénomène de dispersion de la lumière par un prisme, il montre que cette lumière blanche est composée de plusieurs couleurs. D'accord? Et bien sûr, puisque la lumière blanche est composée de plusieurs couleurs, on dit qu'il est polychromatique. Nous avons déjà défini c'est quoi polychromatique. Mais donc, les couleurs que nous avons obtenues ici, ça veut dire individuellement, bien sûr, ils sont des lumières monochromatiques. Donc, chaque couleur ici, appelée lumière monochromatique. On va voir notre exemple. Donc, d'abord, donc ici, puisque la lumière blanche elle est composée de plusieurs couleurs, qu'est-ce qui se passe si on remplace donc cette source-là par une source laser, par exemple? Si on remplace la source par un laser, on va obtenir une seule tache qui correspond à la couleur de la lumière émise par le laser. Donc, la lumière émise par un laser n'est pas décomposable, d'accord? Elle contient une seule radiation. Donc, on dit dans ce cas que la lumière émise par un laser est aussi donc monochromatique. Alors, on va finir maintenant cette section et le cours en expliquant davantage le phénomène de dispersion. Alors, le prisme, il divise différemment chacune des ondes monochromatiques qui composent la lumière blanche et peut ainsi les séparer comme nous l'avons vu ici. Donc, c'est le phénomène de dispersion. Et chacune de ces ondes, ça veut dire les ondes obtenues, est caractérisée par une fréquence particulière. Donc, puisqu'il s'agit des couleurs différentes, donc chacune a une fréquence particulière. Et aussi les réfractions sur chacune des faces du prisme, elles obéissent à la loi, donc la première loi de Descartes, tout simplement. Et les déviations différentes d'ondes de fréquences différentes impliquent tout simplement des indices de réfraction différents et donc des vitesses de propagation différentes. Nous avons n égale à c sur v. Donc si les indices de réfraction sont différents, bien sûr, on aura des vitesses de propagation différentes parce que c, c'est une constante. D'accord? Il ne change pas. Donc si n change, ça veut dire que v change. L'indice et la vitesse de propagation, donc n ou v, des ondes dépendent donc de la fréquence. Nous avons aussi cette relation-là, v donc égale à lambda f, d'accord? Et nous avons n égale à c sur v. Donc, l'indice de réfraction, puisque donc la vitesse il dépend de la fréquence, et l'indice de réfraction dépend de la vitesse, ça veut dire que l'indice de réfraction il dépend de la fréquence, f, d'accord? Et on peut conclure de ceci, bien sûr, puisqu'on peut avoir cette propriété de séparation que le verre ou bien le verre du prisme est donc dispersif. Donc c'est un milieu ou bien un matériau dispersif. Et nous avons aussi cette relation-là. Donc on sait qu'il y a des relations entre la vitesse et la longueur d'onde et donc l'indice de réfraction et la longueur d'onde. Donc on peut avoir finalement donc le même résultat ou disons la même conclusion en utilisant ces relations. D'accord? Le faisceau lumineux incident au prisme est cylindrique, c'est-à-dire que les rayons sont parallèles entre eux. Donc ici, on ne parle pas des couleurs qui composent la lumière blanche, mais donc bien sûr, elles sont parallèles entre elles et elles ont, disons, le même angle d'incidence, I. D'accord? Alors, toutes les lumières monochromatiques formant la lumière blanche ont le même angle d'incidence, I. Donc, c'est ce que je viens de dire. Considérons une lumière polychromatique composée de 3 couleurs. D'accord? Donc, voici les réfractions, la première réfraction et la deuxième réfraction. Et voici donc les angles de déviation. Bien sûr, les angles de déviation sont différents aussi. Ils dépendent des indices de réfraction. D'accord? Comment donc on sait que les angles de déviation dépendent des indices de réfraction? On peut utiliser tout simplement les relations que nous avons déjà vues pour le prisme. Alors, pour I donné, donc ça veut dire si nous avons déjà I donné, l'angle d'incidence, donc D, il dépend de I', parce que nous avons D égale à I plus I' plus A. D'accord?
Et on sait que I', il dépend de n. Il dépend de n. Pourquoi? Parce que nous avons sinus I' égale à n sinus R'. Et R' égale à A moins R. Parce que donc A égale à R plus R'. Donc, ce qu'on dit les relations entre les deux, tu vois, je connais des points de l'autre. Donc, on a un résumé d'abord, mais donc, ce qu'on te concentre, je vais faire chier. Donc, on a sinus de R égale sinus de I, somme N. D'accord? Puisque donc D dépend de A, de R, ça veut dire A, donc R. Et puisque R dépend de N, ça veut dire que D, l'angle de déviation, elle dépend aussi de N. D'accord? Donc ici, on les a marqués par donc, des couleurs similaires. Ça veut dire que ici, l'angle de déviation pour la lumière monochromatique rouge, il dépend donc de NR, donc l'indice de réfraction NR. Et de même pour les autres. D'accord? Donc rappelez-vous que D dépend de N. D'accord? Mais bien sûr, D dépend aussi de la fréquence, puisque donc N dépend de la fréquence. D'accord? Et comme je viens de dire, donc N, donc c'est C sur V, V sur C lambda F, et donc N, il dépend de la fréquence, et donc tout simplement D, il dépend de la fréquence, il dépend de la couleur. D'accord? Donc D dépend de la couleur, dépend de N. D'accord? J'ai oublié de dire que, disons, pardon, la longueur, les angles de déviation, ils dépendent aussi de la longueur d'onde, parce que donc, nous avons dit que D, il dépend de N, et N, il dépend de la vitesse de propagation, et la vitesse de propagation, c'est lambda F, et donc il dépend de la longueur d'onde. Ça veut dire tout simplement que D, il dépend de la longueur d'onde. D'accord? Donc le phénomène de dispersion entraîne une variation de l'angle de déviation en fonction de la longueur d'onde lambda. Ici, dans cet exemple, nous avons une lumière polychromatique composée de 3 couleurs. Donc chaque couleur subit un angle de déviation différent. Le violet il est plus fortement dévié en raison de son indice de réfraction plus élevé. Le jaune et donc, il subit une déviation, disons, intermédiaire, tandis que le moins dévié, c'est le rouge, car l'indice de réfraction est plus faible pour des grandes longueurs d'onde. D'accord? Ça veut dire, donc, N est plus faible. D'accord? Ça veut dire que la longueur d'onde ici est plus grande. D'accord? Donc, N, le rouge, est là la longueur d'onde la plus grande. C'est ce qu'on voit ici. D'accord? La longueur d'onde du rouge est plus grande que les autres couleurs. Et donc, l'indice de déviation, disons, l'angle de déviation est plus grande pour le plus dévié, pour la couleur la plus déviée. D'accord? Donc, c'est ça. On peut dire finalement que l'angle de déviation D est plus grand pour les couleurs de petite longueur d'onde, d'accord, les lambdas les plus courtes, et plus petit, donc l'angle de déviation est plus petit pour les couleurs de grande longueur d'onde, d'accord. Donc c'est terminé pour ce cours. Si vous avez des questions, si vous avez des propositions pour des exercices, peut-être des exercices extraits de l'examen national, vous pouvez donc les proposer dans la section des commentaires. À la prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.